Eh bien, bonjour. Je vous propose de commencer pour ne pas perdre trop de temps et surtout laisser aux intervenants nous apprendre beaucoup de choses comme d'habitude. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir toutes et toutes pour la 16e journée scientifique de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale. Elle a fêté cet été ses 17 ans, hein, déjà 17 ans. Et je peux vous dire qu'à l'époque, faire travailler ensemble le privé, le public, les ESPIC, les infirmiers, sans oublier l'UNAFAM et la FNAPSI, puisque Bertrand Esqueg et Claude Étoin ont été très présents aussi au début, eh bien, les gens nous regardaient un peu en disant « mais ils réussiront jamais ». Et je me souviens que quand j'avais rencontré Roselyne Bachelot, elle m'avait dit « mais faire travailler le privé et le public ensemble, vous croyez comment vous allez faire ?» Elle m'a répété la question 3 fois et à la fin, je lui ai dit « mais madame, je ne sais pas, mais on va le faire » et on l'a fait. Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Multiples établissements, hein, à la fois, j'ai vu très rapidement parmi les 316, si je vais le dire, inscrits, Maubeuge, Valenciennes, Lidac, vraiment tous les territoires de cette région, mais aussi, et je suis très contente, de nombreux représentants du monde médico-social, parce que depuis plusieurs années, on parle non plus de parcours de soins, mais de parcours de vie. Et c'est vrai qu'en particulier en psychiatrie, le monde médico-social est très important pour permettre à ces malades, qui sont des citoyens à part entière, d'avoir une vie dans la communauté. Donc, merci à vous d'être présents. Alors, 17 ans d'existence, c'est quoi? C'est 49 adhérents aujourd'hui. Nous les avons accueillis il y a à peu près une quinzaine de jours. C'est 49 demi-journées scientifiques délocalisées dans un établissement adhérent. Et puis, c'est aussi 27 soirées de l'espace de réflexion éthique, puisque avant même que les décrets ne sortent, eh bien, nous avions créé un espace de réflexion éthique régional pour les soins en psychiatrie, en partenariat avec l'École supérieure de journalisme et aujourd'hui en partenariat avec les philosophes, la faculté de philosophie. Voilà. Donc, on peut être fier de cette petite entreprise régionale, mais qui est quand même de plus en plus connue et qui, bon, a quand même été à l'origine, qui a quand même servi un peu de modèle à l'instruction des GOS de mars 2023, puisque on conseille de réunir pour améliorer les connaissances, pour améliorer la prise en charge des patients, et bien de réunir les acteurs de terrain, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, qu'ils soient ESPIC, qu'ils soient médico-sociaux ou autres. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que la Fédé a fait. Vous regarderez sur le site Internet. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, est très intéressant. La revue du praticien du 8 octobre, c'est-à-dire il y a 48 heures, a fait un article sur prescription des psychotropes en hausse en France de façon importante. Et on a des chiffres qui sont quand même très étonnants. Le rapport de l'assurance maladie montre que le nombre de prescriptions chez les jeunes adultes, mais chez les adolescents aussi, et en particulier chez les femmes, a augmenté de façon considérable depuis 2015, puisqu'on estime qu'à environ 18%. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde trouvera quelque chose d'intéressant dans le choix de ce thème aujourd'hui, qui est la prescription des psychotropes. J'oserais dire, à un moment, on disait plus de médicaments que de la psychanalyse. À un moment, on a dit plus de psychanalyse, rien que des médicaments. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire un point sur tout cela. Et puis, bien, je me réjouis d'avoir entendu à la radio ce matin que le nouveau Premier ministre, M. Barnier, était dans un établissement de psychiatrie. Personnellement, vous savez que
je suis très attachée. Je ne parle pas de santé mentale, je parle toujours de psychiatrie et santé mentale. La santé mentale, c'est le problème à la fois des ministères du logement, du ministère du travail, du ministère de l'éducation, du ministère de la santé, mais on ne peut rien faire sans la psychiatrie et il ne faut pas l'oublier parce que les psychiatres, les soignants psychiatriques, quels qu'ils soient, sont très très importants pour aider cette personne qui est dans une situation particulièrement difficile à reprendre confiance en un avenir. Je voudrais remercier aussi Grégory Tremplement, et il transmettra à Xavier Bertrand les remerciements pour cette mise à disposition de salle qui est toujours très intéressante. Je remercie Jean-Christophe Canlers d'avoir trouvé du temps pour représenter Hugo Gilardi, le directeur général de l'ARS. Depuis la création des ARS, moi personnellement et pour la fédération, j'ai connu 7 directeurs d'agence et je dois dire que chacun d'entre eux ont toujours eu un regard extrêmement gentil, extrêmement attentif à la fédération, sans vouloir à aucun moment qu'elle devienne la fédération de l'ARS. Et je voudrais vraiment les remercier. Et puis dire aussi, et ça, ceux qui me connaissent me reconnaîtront, que la fédération régionale, eh bien, c'est encore une fois la preuve que les Hauts-de-France sont terre d'innovation et ne sont pas seulement des tuyaux de biloute, comme je le dis parfois. Voilà. Grégory, je te passe la main. Bonjour à tous, merci Martine, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'ARS, merci pour votre invitation. Vous excusez Xavier Bertrand qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui suit attentivement en fait tous ces sujets en tant qu'ancien ministre de la Santé, et je sais qu'il y a des contacts réguliers avec bon nombre de professionnels de santé de la région, dont les SMS qui marchent de temps en temps, aussi bien avec Martine qui relaie beaucoup d'informations. Donc il m'a chargé de vous transmettre toute sa sympathie. Vous dire que je suis heureux aussi, parce que moi je suis aussi pharmacien, même président des pharmaciens de la région. J'aurai le bonheur de participer à une table ronde cet après-midi, et forcément ravi du thème des psychotropes, qui est une approche un peu pharmacologique. Et donc malheureusement je ne pourrais pas assister à tous les travaux. Je vais devoir repartir dans mon officine après, parce que je manque un petit peu de personnel, mais je reviendrai cet après-midi et je vous souhaite d'ores et déjà de bons travaux que je rejoindrai tout à l'heure. Je voudrais aussi partager avec vous quelques réflexions, quelques défis, quelques opportunités. D'abord, je suis ravi, et certainement que le directeur général en reparlera, mais que le nouveau gouvernement ait fait de la santé mentale en fait une priorité pour 2025. On voit tout le poids que peut porter en fait quand on met comme ça un thème. Je pense au plan cancer qui a pu avoir, qu'on en a fait une grande cause nationale. Et ben, je pense que ça va permettre en fait de lever en fait. Il y aura des leviers d'action sur cette thématique-là, et on ne peut que s'en réjouir. Et il faudra que chacun y prenne sa part dans les territoires à tous les niveaux. Je pense notamment, on parle aussi des établissements, donc les établissements sanitaires, médico-sociaux, mais aussi la médecine de ville, parce qu'en tant que pharmacien, je vois bien toute la place que peut avoir le premier recours sur ce sujet-là, et sur le fait que l'on ne soit pas forcément bien outillés sur tous ces thématiques-là. J'aurai l'occasion d'en parler cet après-midi. Pour les pharmaciens, on a organisé une journée de sensibilisation sur la prise en soin des patients ayant des troubles psychiatriques. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse élargir un petit peu et qu'on puisse à d'autres professions et faire du lien ville-hôpital quelque chose d'important sur cette thématique-là. D'autant plus qu'on a quand même pas mal d'opportunités aujourd'hui pour pouvoir mieux se coordonner sur les territoires. Il y a les fameuses CPTS sur lesquelles il faut donner du corps avec des projets de santé. Et là, je pense qu'il y a des inégalités territoriales sur les CPTS, mais je pense que c'est une occasion de se coordonner sur les territoires. On a aussi une formidable opportunité avec le développement du numérique en santé. Je suis aussi président du GRAD Hauts-de-France et je vois bien toutes les perspectives que peut avoir en fait le numérique pour mieux se coordonner. Tout ça parce qu'il y a quand même des enjeux. Les enjeux sont quand même assez importants. J'en citerai un qui m'a beaucoup touché et beaucoup marqué, parce que dans mon précédent mandat, j'étais en charge de la vie étudiante, notamment pendant la crise Covid. Et j'ai vu toute la détresse qu'il pouvait y avoir auprès des étudiants pendant la crise Covid, qui perdure encore aujourd'hui, qui était déjà existante avant, on ne va pas se mentir, et qui perdure encore, et qui même a tendance à augmenter. Hier, j'ai eu un entretien avec le premier vice-président de l'Université de Lille, qui disait qu'ils avaient mené une étude interne, qui vont certainement communiquer
prochainement, où un tiers des étudiants sont en détresse sur la santé mentale. Un tiers de nos étudiants. Donc c'est des enjeux en fait importants. Et pour ça, il y a des initiatives qui ont été prises et je pense qu'il faut capitaliser aussi là-dessus, avec notamment Maxime qui a mis en place le conseil de santé mentale en fait étudiant. Ça, c'est un élément important, voir comment on peut décliner ça et de se servir finalement de cette expérience que l'on a mis en place en Hauts-de-France. Et tu le disais très bien, Martine, on innove en fait dans la région. On n'est pas des chiottes biloutes. Hein. On a mis en place plein de projets. Et c'est vrai que quand on a une vision un peu trop parisienne de la santé mentale, il y a des moments où on manque peut-être de savoir ce qui se passe dans les territoires, les innovations qu'on peut avoir dans les territoires. Et la région Hauts-de-France n'est pas en reste. Donc le public étudiant qui est vraiment, à mon avis, aussi une priorité. 2, les professionnels de santé eux-mêmes. On voit très bien aujourd'hui, et je peux le voir, et vous pouvez le constater, vous, dans vos établissements, mais on le voit aussi de manière beaucoup plus importante qu'avant en ville, les problèmes au niveau de la santé mentale, en fait, des professionnels de santé. Ça nous remonte comme préoccupation. On a fait des études là-dessus, et comment accompagner les soignants quand eux, ils sont en détresse, et ça se multiplie. Et aujourd'hui, c'est peut-être une partie qu'on a un petit peu oubliée. Un public qu'on a un peu oublié. Il y a aussi des besoins, il y a aussi des attentes, et c'est aussi des professionnels de santé peuvent aussi être des patients. Et ça, c'est une préoccupation sur laquelle il va falloir qu'on s'attarde et en tout cas qu'on prenne conscience. Parce qu'on voit aussi, et j'en finirai là parce que je ne veux pas être trop long, il y aurait beaucoup de choses à dire, qu'on a une crise de vocation dans nos métiers du soin et du médico-social. On le voit bien, nous, finalement, on voit bien que dans les formations sanitaires et sociales dont on est en charge à la région, eh ben, on a du mal à recruter dans les écoles, dans les instituts. Et surtout, c'est qu'on a du mal à avoir des parcours complets. Il y a plein de personnes qui abandonnent avant même la fin de leur cursus. Et si on n'arrive pas aujourd'hui à recruter, à rendre les métiers attractifs, quid de quelques années quand on va manquer de professionnels du soin, de médico-sociaux, d'accompagnement social. Tous ces métiers, aujourd'hui, sont en grande tension et ce n'est pas prêt de s'améliorer parce qu'on a du mal à susciter les vocations. Donc il faut aussi qu'on travaille en fait, sur ce sujet-là. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je voulais partager ces petits éléments en fait, avec vous. Je vais laisser la parole à l'État, au directeur général adjoint de l'ARS, en le remerciant vivement en fait, de sa participation également, qui représente le directeur général Hugo Gilardi. Ah, et Martine qui veut dire un mot. Merci. Oui, alors attends, monsieur, docteur Templement. Je vous ai dit que la fédération avait fêté ses 17 ans, mais il y a quelques jours, mon ami le docteur Templement a fêté aussi son anniversaire. Donc, voilà, de votre part à tous, bon anniversaire Grégory. Merci Martine. Jean-Christophe. Merci. Merci, très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas à partir de combien de fois on est fidèle, mais bon, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir d'ouvrir cette journée. Alors en lieu et place, cette fois-ci effectivement, d'Hugo Gilardi qui vous pouvait pas être là. Il est sur le terrain. On demande à l'ARS d'être sur le terrain, beaucoup sur le terrain, comme vous le savez. Il y a beaucoup de monde encore cette année dans la salle. Effectivement, la Fédération régionale en santé mentale a 18 ans. 17. Oui, c'est 2000. Ça fera 18 en 2025, c'est bien ça. Si, on peut le dire, c'est un modèle quand même qui a servi, qui a invité effectivement la DGOS à développer le modèle ailleurs dans les autres régions. Donc on peut dire quand même effectivement que la Fédération régionale en santé mentale des Hauts-de-France a servi effectivement de modèle. C'est une fédération indépendante, la présidente l'a rappelé, c'est important pour elle et c'est normal. Porter des travaux de recherche nécessite effectivement de pouvoir disposer de cette indépendance. Pour autant, sans venir gâcher cette indépendance, c'est important aussi de rappeler que l'Agence régionale de santé a de longue date travaillé avec la Fédération régionale en santé mentale. Alors, j'ai envie de dire plutôt à coup par coup sur un certain nombre de projets. Je pense par exemple au projet Papageno sur la stratégie de prévention du suicide. Mais pour autant, la Fédération régionale en santé mentale va pouvoir bénéficier depuis l'année dernière d'un soutien, on va dire, un peu plus conséquent et un peu plus pérenne
de la part de l'Agence régionale de santé, ce qui est à la fois utile, ne vient pas gâcher l'indépendance de la fédération, j'insiste, et en même temps permet aussi à l'Agence régionale de santé, bien évidemment, peut-être d'avoir un regard aussi peut-être plus important ou plus large sur un certain nombre de travaux qui sont d'abord au bénéfice des professionnels de santé, bien sûr, et puis qui favorisent, je l'espère, on le verra en tout cas encore aujourd'hui, l'identification et la diffusion de bonnes pratiques ou de pratiques innovantes. Alors sur le fond du sujet que vous avez souhaité aborder aujourd'hui, je ne reviens pas sur la pertinence. Je pense que tous les deux, tel que vous l'avez évoqué, je pense que à l'évidence, c'est un sujet de santé publique, un sujet majeur de santé publique. Sans être un spécialiste et sans vouloir m'immiscer dans ce qui sera projeté, dit et discuté au cours de la journée, à l'évidence, la question de la prescription, voire de la déprescription, peut bien évidemment être au cœur, je pense, un petit peu de ce que vous allez échanger et discuter ce matin et cet après-midi. Vous avez parlé du médico-social, je vais faire un petit détour, mais on a plus de 8000 personnes en situation de handicap actuellement pris en charge en Belgique et se posent très souvent à l'occasion d'inspections, de réclamations, d'événements indésirables graves, comme on dit à l'Agence régionale de santé, des questions médicamenteuses et de prescription, de pertinence de prescription, parmi notamment, ou en tout cas pour les bénéficiaires qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Il y a des questions de pratique et d'échange de pratiques aussi, du coup, qui clairement, je pense, aussi se posent, y compris à l'international, si on peut parler de la Belgique comme de l'international. Voilà, je réitère donc mes félicitations pour l'ensemble des travaux qui sont réalisés par la Fédération, ceux qui seront réalisés aujourd'hui. Je vous souhaite une journée riche, voilà, plein de succès et puis plein de bonnes pratiques à la fin de cette journée qui seront partagées entre vous. Merci à tous. Monsieur Canler, simplement, on discutait il y a quelques jours de la réapparition de la Covid et de l'incitation à se faire vacciner. Je relais effectivement. Eh bien, dans ce cadre-là, c'est un petit savon en forme de cœur pour vous dire merci de votre présence. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Bonjour, alors je m'appelle Christophe Versavel, je suis psychiatre adulte sur un secteur du Pas-de-Calais. Voilà. On m'a demandé d'être président de cette demi-journée des journées scientifiques de la Fédération de recherche. Donc voilà, je vous remercie, hein, c'est un honneur. Habituellement, je suis dans la salle, j'ai toujours plaisir à venir à ces journées, avec la qualité des intervenants et l'intérêt des thèmes abordés. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du thème des psychotropes. Effectivement, on l'a déjà dit, ça a l'air très intéressant. Au niveau des communications de ce matin, on va aborder, voilà, il y a 3 intervenants qui vont nous donner une lecture, un angle de vue différent, justement, sur ce vaste sujet des psychotropes. Lors de notre première présentation, communication, donc c'est la consommation des psychotropes à partir des systèmes nationaux des données de santé mentale des Hauts-de-France. Voilà, l'intervenant, c'est Antoine Lamé. Alors, il est data scientist. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est un scientifique des données. Bon, effectivement. Alors, il travaille à la Fédération de recherche et il est aussi maître de conférences associé à l'ILIS. Si vous ne savez pas, c'est la faculté d'ingénierie et de management, voilà, de la santé sur l'île. Alors, son travail, hein, c'est de réutiliser les données de santé, donc sur ce dont on va parler, hein, le système national des données de santé,
mais aussi les bases de données hospitalières et les réseaux sociaux. Il devait intervenir ce matin avec Chloé Saint-Dizier qui s'excuse. Elle réalise sa thèse sur l'application des méthodes d'analyse temporelle, spatiale et spatio-temporelle en psychiatrie en santé mentale. C'est pas très clair, mais Antoine va pouvoir nous expliquer tout ça. Voilà. Alors, j'avais 2 informations à vous donner de toute première importance. Il faut éviter de marcher dans l'allée parce que sinon, ça fait vibrer le vidéoprojecteur et on peut avoir une crise d'épilepsie. La deuxième, malheureusement, c'est que l'attestation de présence va être délivrée cet après-midi. Donc pour les gens qui voulaient faire un petit peu de shopping, c'est un petit peu loupé. Alors je continue ma présentation, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. Alors au niveau de mes centres d'intérêt, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur le concept d'estime de soi, sur la régulation des émotions et le TDAH. Voilà. Donc... Monsieur Lamé, voilà, quels enseignements tirer de la consommation des psychotropes, voilà, et l'analyse de ces bases de données? Bonjour, merci pour votre présentation. C'est le pointeur. Okay. Donc, Antoine Lamère, Data Scientist. Donc, effectivement, c'est un nom un peu barbare qui veut dire qu'on essaye de réutiliser toutes les données auxquelles on a accès pour leur donner une seconde vie et en particulier pour la recherche, le pilotage, l'aide à la décision et l'évaluation de la qualité des soins. La difficulté, c'est que ces données, elles sont souvent enregistrées pour le soin ou pour un premier usage et que l'usage que nous, on veut en faire, en particulier pour la recherche, n'a pas forcément été pris en connaissance pour l'enregistrement de ces données. C'est le cas de la présentation qu'on verra aujourd'hui, où on se base sur les données de l'assurance maladie pour analyser les délivrances de psychotropes. Donc c'est un travail que je réalise avec Chloé Saint-Dizier dans le cadre de sa thèse d'université. Dans un premier temps, je présenterai ce que c'est qu'une série temporelle. Ensuite, nous verrons ce qu'est le SNDS, la base de l'assurance maladie, et comment nous pouvons l'utiliser pour la recherche. Et je présenterai 2 cas d'usage avec la consommation de psychotropes après le Covid et la saisonnalité de délivrance des anxiolytiques. Alors, une série temporelle, c'est une série de valeurs qui est associée à un indicateur à différents moments dans le temps. En psychiatrie, on en a beaucoup, avec le nombre quotidien d'hospitalisation, pour par exemple un diagnostic particulier, comme la tentative de suicide, le nombre hebdomadaire de délivrance de médicaments, les anxiolytiques, ça peut être aussi le nombre d'appels au 3114. Voilà, c'est vraiment un effectif qui se reproduit chaque jour dans le temps, avec des variations qui peuvent être dues à l'activité, au jour de la semaine. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de travailler autour d'événements de rupture qui vont modifier notre série temporelle. Ces événements de rupture, ça peut être une épidémie, comme le Covid-19, où on a vu que pendant le Covid-19, ça avait diminué le nombre, l'activité hospitalière avait été diminuée, puisqu'on admettait moins de gens à l'hôpital. En revanche, en réanimation, il y avait beaucoup plus de patients admis dans ces services. Les éléments de rupture, ça peut aussi être la météo, les saisons, les vacances scolaires, un changement de législation, la mise sur le marché d'un nouveau traitement ou alors la réorganisation du fonctionnement d'un établissement de santé. Cet événement, il peut être ponctuel, comme par exemple le confinement, avec une date connue. Ça peut aussi être une date qu'on ne maîtrise pas en amont de notre question de recherche. Et enfin, ça peut être un événement récurrent, comme par exemple les vacances scolaires. Je vais maintenant vous présenter la base de données sur laquelle nous allons travailler, le Système national des données de santé, qui est la base de l'assurance maladie. C'est une base de données qui est utilisée au prime abord pour la facturation et le remboursement des soins pour le patient ou les établissements de santé. Et ça, c'est une limite à avoir en tête, c'est-à-dire que dedans, on va avoir que de la facturation et pas de données cliniques. Dans cette base, on a à disposition quelques caractéristiques du patient, sa date de naissance, de décès, le sexe, la ville de résidence, les affections longue durée. Et puis à chaque fois que le patient passe à l'hôpital, on va avoir les dates d'entrée, de sortie, l'établissement, le diagnostic principal, les diagnostics associés, les actes à réaliser.
On va avoir aussi les délivrances de médicaments en pharmacie, avec le nom commercial de la boîte, le nombre de boîtes, le type de prescripteur, médecin généraliste, psychiatre, la date et le lieu de délivrance. Alors attention, là c'est vraiment une délivrance, on ne sait pas si le patient prend le médicament à la maison, et on ne connaît pas non plus l'indication de la délivrance. On a juste le fait que le patient retire une boîte en pharmacie. Et puis, on a les consultations de spécialistes, médecins généralistes et psychiatres pour ce qui nous intéresse, avec l'identifiant du médecin, la spécialité, les actes réalisés, la date et le lieu. Et là, encore une fois, on n'a pas de données cliniques, on a juste les actes qui sont facturés. Alors, avec cette base de données, on peut suivre le patient dans le temps, identifier par exemple une première visite chez le médecin généraliste, puis la délivrance de médicaments en pharmacie, quelques jours plus tard, une hospitalisation avec le diagnostic qui est associé, et enfin une nouvelle délivrance en pharmacie qui est peut-être modifiée par rapport à la première. Et donc nous, notre travail, là, ça sera de réussir à recréer un peu la timeline du patient, lever les hypothèses qu'on a parce qu'on n'a pas de données cliniques. Donc par exemple, recalculer des durées de prescription avec en fonction de la fréquence de délivrance des boîtes, par exemple tous les 28 jours, pour se dire que le patient a reçu le patient pendant 1, 3 ou 6 mois. On va passer maintenant aux applications. On a publié il y a quelques mois une première étude sur le nombre de consommateurs de psychotropes en France entre 2015 et 2022. Et là, en fait, on s'intéressait à un seul point de rupture, le premier confinement. Ce qu'on avait identifié là, c'est que l'augmentation de délivrance des psychotropes était beaucoup plus marquée chez les patients de 12 à 18 ans, un peu moins chez les 19-25 ans et raisonnable dans les 3 autres classes d'âge. En faisant un zoom sur le sexe, on se rendait compte que l'augmentation d'antidépresseurs elle était beaucoup plus importante chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. Aussi bien pour les 12-18 ans et les 19-25. En revanche, pour les hypnotiques, c'était du côté des jeunes garçons qu'on retrouvait une augmentation beaucoup plus marquée. On a reproduit cette étude en rajoutant les données de 2023. Et là, on a pris en compte un deuxième point de rupture. Donc on avait pour toutes les lignes, les courbes en rouge, c'était la période avant Covid. Les courbes en bleu, c'était pendant le Covid, confinement, première à 5e vague. Et enfin, la dernière période en verte, c'est la période après Covid qu'on a fixée au 1er juillet 2022, arbitrairement, parce qu'il n'y a pas vraiment de date de fin, mais en tout cas, c'était après la 5e vague. Et ce qu'on voulait voir, c'est si, avec ce deuxième point de rupture, on avait encore un changement de dynamique après Covid. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la pente des 12-18 ans alors là, j'ai fait un zoom seulement sur les antidépresseurs. On verra après les chiffres sur les 3 classes. Mais la pente, elle diminue légèrement pour les 12-18 par rapport à la pente qui était très importante pendant le Covid. En revanche, ce qui nous interpelle, c'est que la pente chez les 19-25, elle reste très importante, très marquée. Et puis également chez les plus de 75 ans, on a une pente qui s'est accentuée. Donc notre première hypothèse ici, c'est que pendant le Covid, c'était surtout les 12-18 ans qui l'avaient mal vécu, et à la sortie du Covid, c'est peut-être plus souvent les 19-25 et les plus de 75 ans. Alors, les courbes, ça reste visuel, mais ce qu'on peut calculer, c'est le changement de pente, c'est-à-dire le nombre de patients supplémentaires par semaine qui consomment des antidépresseurs, des anxiolytiques ou des hypnotiques. Et là, ce qui nous a marqué, c'est que chez les 19-25, là, on était à plus 0,14 patients pour 1000 habitants avant le Covid. On est à plus 1% après le Covid. Pareil pour les antidépresseurs, on était proche de 0, on est monté à 3,27 pendant le Covid et on reste à 2,53. Et le dernier chiffre qui nous a marqué, c'était pour les plus de 75 ans. On était en diminution avant le Covid pour les anxiolytiques, on est passé à plus 0,10 et on était à 0,27, 0,97, on reste à 0,92 après le Covid. Pour les hypnotiques,
c'est toujours les plus jeunes qui ont les pentes les plus importantes, avec plus 6,53 patients pour 1000 habitants chez les 12-18 et plus 0,68 pour les 19-25. Et on voit que c'est vraiment des courbes qui sont exponentielles par rapport à l'augmentation qu'il y avait avant le Covid. Donc ça, c'est un premier cas de figure d'analyse temporelle où on a 1 ou 2 points de rupture et on peut évaluer la différence de pente entre les différentes périodes. Maintenant, on va attaquer un deuxième cas de figure où là, on a un événement qui se répète dans le temps, les vacances scolaires. En fait, cette étude-là, on l'a commencée après cette première étude où on voyait ici qu'on avait vraiment un modèle qui se répétait année après année sur les anxiolytiques. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire un focus là-dessus. Et en zoomant, là, on voit bien qu'on a vraiment le même motif qui se reproduit, que le pic vers le bas, ça a l'air d'être les grandes vacances. Et en comparant le nombre de consommateurs d'anxiolytiques chez les 12-18 en période scolaire et en période de vacances, on se rendait compte que les vacances ont un risque relatif de 0,783, c'est-à-dire que les vacances ont un effet protecteur sur la consommation d'anxiolytiques. Ensuite, on a voulu comparer les vacances scolaires et les périodes scolaires entre elles, parce qu'on voyait sur la première courbe qu'il n'y a pas forcément la même hauteur d'une période scolaire ou d'une vacance à l'autre. Donc on a identifié les différentes périodes de vacances scolaires en tenant compte des 3 zones scolaires en France, et on a comparé, pour chaque vacance, on l'a comparé par rapport à la période scolaire précédente. Et là, ce qu'on voit, c'est que donc on a un risque relatif qui est inférieur à 1. Ça veut dire que chaque période scolaire est bien un facteur protecteur. Donc on a une diminution de délivrance des anxiolytiques. Et la période de vacances qui est la plus protectrice, c'est la période de Noël, où on a un risque relatif beaucoup plus bas que les autres périodes, que les autres vacances. On a regardé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on prend une période scolaire et on regarde par rapport aux vacances précédentes. Et là, à chaque fois, la période scolaire est un facteur de risque. On a un risque relatif qui est supérieur à 1. Et la période scolaire qui a le risque relatif le plus élevé, c'est la période de novembre-décembre par rapport aux vacances scolaires de la Toussaint. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait bien ici, où en fait le pic le plus important, à chaque fois sur notre sur notre année scolaire ici, c'est le pic de novembre-décembre. Donc ça, c'était sur les 12-18 ans. On s'est dit que c'était une période homogène qui ont toujours des vacances. C'est un peu plus compliqué à reproduire sur les 19-25 et puis sur les autres classes d'âge, parce qu'en fait, on va avoir des vacances qui fluctuent en fonction de la poursuite d'études, d'activités professionnelles ou le fait d'avoir des enfants, et donc de prendre les vacances au même moment. On avait fait une sous-analyse sur les 17-18 ans pour voir si, avec les examens de fin d'année, il y avait une augmentation plutôt en fin d'année, mais ça n'a pas été retrouvé. Donc c'est bien la période de novembre-décembre qui semble être la période la plus critique. Alors en perspective, c'est des méthodes qui peuvent être utilisées pour d'autres molécules. On a commencé à travailler sur le méthylphénidate et on reproduira cette étude avec les vacances scolaires sur les antidépresseurs et les hypnotiques. On s'attend, alors pour les hypnotiques et le méthylphénidate, on a une délivrance plus importante pendant les périodes scolaires. À l'inverse, pour les antidépresseurs, ce qui nous a surpris, c'est que la primodélivrance avait plutôt lieu pendant les petites vacances. Donc ça sera étudié et on va sans doute compléter notre étude avec une étude qualitative en interrogeant des professionnels de santé pour comprendre quelles sont, eux, leurs pratiques de primodélivrance en fonction des vacances. Une autre piste que Chloé étudiera pendant sa thèse, c'est la prise en compte de la dimension spatiale pour, par exemple, identifier s'il y a un changement de dynamique, par exemple avec le Covid et les anxiolytiques, mais en fonction des départements, des secteurs, des PTSM ou d'autres zones spatiales qui semblent homogènes. Et enfin, il y a une troisième méthode, une troisième piste que je ne vous ai pas présentée ici, c'est le fait d'identifier un point de rupture quand il n'était pas
il n'était pas connu au préalable. On a réalisé ça avec une étude sur le nombre de passages aux urgences pour tentatives de suicide et le nombre d'appels au 3114 après le passage de Stromae au JT de TF1 en 2022. On s'est demandé quel impact ça aurait sur les hospitalisations. Et là, on avait la date du passage de Stromae au JT, mais on ne savait pas quand aurait lieu l'effet, parce qu'il y a un peu le temps que ça se diffuse, sur les réseaux sociaux en particulier. Et on a identifié qu'il y avait une augmentation du passage aux urgences pour les jeunes femmes de 20 à 24 ans, 6 jours après le passage au JT. Donc là, c'est une autre manière d'aborder la chose. On sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne connaît pas la date de l'effet. Et donc on a une méthode STAT qui nous permet d'identifier quand est-ce qu'il y a un changement de tendance. Donc ce qui est intéressant avec ces méthodes, c'est qu'une fois qu'on maîtrise la méthodologie, on peut l'appliquer pour différents champs, différentes classes de médicaments, différents événements. Et donc notre souhait, c'est de mettre ces méthodes en routine pour pouvoir observer les évolutions, être alerté quand il y a des changements de tendance, ou alors faire des rapports réguliers, par exemple là, annuels sur les psychotropes, pour pouvoir suivre régulièrement les changements de tendance et alerter sur les classes d'âge qui sont les plus impactées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je remercie Chloé pour son travail. Mon micro fonctionne? Bon, merci pour cette communication très intéressante. On voit un peu le champ que ça peut ouvrir. Alors tous les soirs, j'ai mon plus jeune fils qui m'explique en quoi l'école, c'est pas très bon pour sa santé mentale. J'avoue que je vais pas lui raconter que les faits corroborent sa perception individuelle. Alors, je me doute par rapport à toutes ces données, toutes les questions qu'on peut se poser, c'est bien aussi, j'imagine, important de savoir quelles bonnes questions se poser, parce que par rapport aux réponses, c'est en faire quelque chose pour essayer d'améliorer la santé au niveau santé publique. Là, par rapport à ces questions, est-ce que vous avez déjà avec qui vous pourriez travailler, sur quelle application concrète on pourrait améliorer la santé notre population? Alors c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à votre question sur ce qu'on fait en rétrospectif ici par rapport au prospectif, où là en fait les questions elles arrivent, enfin les questions en tout cas les études on les mène une fois que les données elles ont déjà été enregistrées. Là, nous, avec Chloé, ça fait 2 ans qu'on travaille en psychiatrie et santé mentale, donc on commence à connaître un peu vos centres d'intérêt et vos questions. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'il y a une méthode qui est disponible et on revient vers les professionnels de santé dans les établissements adhérents de la Fédé pour leur proposer ces études, les résultats, leur montrer des premiers chiffres et leur demander ce que ça leur évoque, quelles pistes on pourrait aborder, et puis on valide avec eux les résultats, parce que là effectivement c'est des chiffres, mais on a d'autres études où ça nous paraissait moins, on était beaucoup plus surpris des résultats, on les expliquait pas. Donc dans un premier temps, c'est vrai que nous on teste, et puis ensuite on revient vers vous pour vous présenter les résultats, discuter, voir comment ça peut vous aider. Là, nous, ce qu'on imagine sur, en tout cas la première étude sur les psychotropes, c'est de pouvoir bien identifier les classes d'âge qui semblent les plus impactées. Parce qu'on l'a vu que pendant le Covid, c'était surtout les 12-18. Et puis là, finalement, ça semble passer aux 19-25, voire aux plus de 75 ans, qui, 3 ans après le Covid, continuent d'en payer le prix. Donc nous, notre objectif, c'est peut-être d'alerter les institutions et les professionnels de santé sur les signaux qu'on détecte. Et puis après, il faut qu'on travaille en collaboration avec vous pour voir dans votre pratique comment ça peut s'intégrer, qu'est-ce que ça peut vous apporter et quels chiffres supplémentaires on peut aussi, sur quels chiffres supplémentaires on peut travailler pour vous apporter plus d'éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. Alors, les diapos sont passés assez vite, mais il y a peut-être une remarque à faire d'ailleurs sur les 12-18 et 19-25, c'est que les
les fins de 12-18 en 2020, ceux qui avaient 17 ans, sont passés dans la tranche 19-25. Donc c'est peut-être un peu plus difficile à analyser effectivement ceux qui ont changé de tranche d'âge. Ça, c'est une remarque première. La deuxième, c'est que sur une des premières diapos, vous montriez les augmentations des prises de psychotropes pendant le Covid et post-Covid. Il me semblait que vous avez présenté un infléchissement de la courbe chez les 12-18 alors qu'elle est restée avec la même pente sur les 19-26. Je ne sais pas si on peut remettre la diapo. Et sur la diapo suivante, vous parliez, on avait des pourcentages, enfin par 1000. Et voilà. Alors c'est peut-être les diapos d'avant. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est chez les femmes, notamment 12-18, on voit qu'il y a un infléchissement de la courbe en post-Covid, si je ne m'abuse, alors qu'on ne l'a pas chez les 19-25. Oui. Sur voilà, ces deux courbes-là. Et sur les diapos avec les pourcentages, on a une augmentation de 6,5 pour 1000 chez les 12-18. C'est peut-être la diapo d'après. 6,53, voilà. Ouais. Et je ne m'explique pas la différence. Ça veut dire que il y a un infléchissement de courbe, mais en volume, il y a beaucoup plus de prises chez les 12-18 que chez les 19-25. Oui, alors effectivement, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte. C'est que dans chaque classe d'âge, on n'a pas les mêmes effectifs. Et là, du coup, nous, on travaille que sur la pente. Donc c'est vraiment le changement de dynamique et pas sur le nombre de patients que ça représente. Donc c'est sans doute un deuxième élément qu'il faudrait qu'on ajoute parce qu'il y a beaucoup moins de 12-18 qui consomment, enfin qui ont des délivrances que de 19-25, voire surtout de 51-75, 26-50 qui sont des populations plus grandes. Donc là, nous, on s'est intéressé seulement au changement de dynamique. Mais c'est vrai qu'il manque un indicateur sur le nombre de personnes que ça représente, parce qu'il y a forcément moins de 12-18 que d'autres classes d'âge. Et après, là, parce qu'il a fallu que je limite le nombre de diapos, mais c'est vrai que de temps en temps, on fait un focus sur... Enfin, on segmente en fonction du sexe. Et là, j'ai donné les chiffres avec les deux sexes réunis. Et du coup, c'est surtout, pour les 12-18, c'est surtout ce qui nous vient des jeunes hommes qui augmentent le chiffre. Ouais. Voilà, en volume, ouais. Ouais, ouais. Excusez-moi, je profite. Hein. Ouais. Là, en fait, le cœur du réacteur, c'est par rapport aux périodes scolaires Covid. La question aussi, c'est tellement une énorme variable. Poser la question, comment réussir là-dedans, à identifier, est-ce que c'est par rapport au rythme scolaire, est-ce que c'est à la pression scolaire, et la question aussi, là, quand on voit les hypnotiques, on sait qu'il y a eu énormément d'addictions pendant le Covid. Est-ce que ces jeunes-là qui ont un peu plus consommé d'écran, il y a un lien avec la consommation des écrans et peut-être le fait de ne pas réussir à se décoller. Peut-être que c'est rassurant qu'il y ait moins de psychotropes pendant les périodes scolaires, mais peut-être qu'ils surconsomment des écrans et qu'ils sont anesthésiés. Et donc, c'est un autre type de soin, mais c'est peut-être pas forcément rassurant. Enfin, de soins, de soulagement. Donc là, effectivement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on couple ces études rétrospectives quantitatives avec des études qualitatives. Et je me tourne vers Joël et Margot, qui sont nos deux méthodologistes en recherche qualitative à la Fédé, pour pouvoir interroger les professionnels de santé, les personnes concernées, pour avoir leur ressenti et des éléments de réponse sur ces éléments. Ouais. Okay. Bonjour. Moi, c'était plus une question d'ordre méthodologique. À la fin, je me suis demandé, quand vous parliez de l'effet du passage de Stromae au JT, et que vous constatiez 6 jours plus tard une augmentation des admissions aux urgences, comment vous faites pour éviter un peu ce biais? Parce que la manière dont vous le disiez, on avait l'impression que vous partiez du postulat qu'il allait arriver quelque chose, et donc que vous attendiez presque qu'il arrive quelque chose, et que dès que voilà, cette courbe monte, vous dites bon, ben, c'est relié à ce passage au JT. Comment
comment être sûr que ce n'est pas simplement un biais méthodologique? Alors c'est vrai qu'on n'est pas sûr, parce qu'il peut se passer autre chose. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait regardé pour toutes les classes d'âge que j'ai utilisées ici, et le sexe. Donc on avait 8 ou 10 groupes, et on demandait de regarder une rupture dans, je sais pas, les 2 mois qui suivaient. Parce que sur toute notre série temporelle de 3-4 ans, il y avait forcément d'autres ruptures qui n'avaient rien à voir avec ce passage, en particulier celles qui sont avant. Donc là, on fait l'hypothèse de ne regarder que sur les 3 mois qui suivent. Et puis, à chaque fois quand on a une date, on regarde quand même ce qui se passe. Parce que s'il y a un autre événement d'actualité, avant ou après, c'est peut-être ça qui peut l'expliquer. Bon, là, on s'est dit qu'à 6 jours, il y a de fortes chances que ce soit ça. Mais effectivement, il n'y a pas de lien de causalité. Oui, bonjour. Ça fait 25 ans que j'exerce la psychiatrie et ça fait 25 ans que j'entends régulièrement l'effet de la pleine lune sur certains troubles et les admissions aux urgences notamment. C'est une croyance qu'on retrouve beaucoup chez les professionnels et je voulais savoir si avec cette méthodologie on pouvait éventuellement faire taire cette croyance ou au contraire la valider. Eh bien, ça tombe bien parce que, donc Ali, je me tourne vers toi, ça t'intéressera sans doute, et Maxime aussi. En fait, il y a je ne sais pas si vous connaissez le JAMA de Noël, ou je sais plus, en tout cas, un des gros journaux, avec un des plus gros impact factors, propose un numéro, le BMJ de Noël, propose un numéro spécial chaque année dans lequel on peut étudier un sujet soit sérieux, mais en le traitant de manière un peu plus sympathique, soit un sujet un peu moins sérieux en le traitant de manière très rigoureuse. Alors je ne veux pas dire que la pleine lune, ce n'est pas un sujet sérieux, mais on va le traiter de manière rigoureuse. Et moi, je m'intéresse aussi aux signes astrologiques, donc avec la date de naissance, pour voir si ça impacte ces événements. Donc si ça vous intéresse, on peut s'y mettre. Et moi, mon rêve, c'est de faire un BMJ de Noël, plutôt qu'un Lancet ou un New England. C'est mon point de vue personnel. Alors la difficulté, quand même, on a une limite méthodologique, c'est qu'on n'arrivera pas à identifier l'ascendant, parce qu'on ne connaît pas l'heure de naissance. Donc ça sera vraiment un biais méthodologique. Mais en tout cas, sur la pleine lune, on devrait pouvoir retrouver les calendriers, et pour le signe astral aussi. Je crois que quelqu'un avait levé la main par ici. Bonjour. Moi, je me suis beaucoup interrogée sur la chute drastique des délivrances lors des périodes de vacances scolaires. On est d'accord que c'est la délivrance, c'est pas la consommation? Oui, c'est la délivrance et c'est pas non plus la prescription. Exactement. Donc c'est vraiment le moment où les personnes viennent chercher la boîte en pharmacie. Et alors, ma question, c'est est-ce qu'on a affaire juste avant les périodes de vacances à une période d'augmentation exponentielle des délivrances? Ce qui pourrait expliquer que on est loin de son officine habituelle en vacances, donc on ne se fait pas délivrer ses psychotropes en vacances, et que donc on va avant les vacances chercher la dose pour les 2 mois d'été ou les 15 jours ou ceci. Ce qu'on pourrait faire, merci pour votre remarque, c'est super intéressant. Ce qu'on pourrait faire, c'est regarder au sein de chaque période scolaire s'il y a aussi un changement de dynamique, et en particulier sur la dernière semaine de la période scolaire, si c'est une semaine qui est particulière par rapport à tout le reste. Et puis sans doute la première aussi, peut-être que quand ils reviennent de vacances. Ouais, merci beaucoup, on regardera ça. Bonjour. Bonjour et merci, je suis là, ici. Bonjour et merci. Je me posais juste la question de la corrélation entre les prescriptions, parce qu'on a vraiment regardé les prescriptions de psychotropes, par rapport à la souffrance ressentie. Est-ce qu'il n'y avait pas un biais aussi de surprescription? Vu que on a parlé dans le début de cette journée qu'il y avait une certaine crise de la vocation et donc peut-être plus de prescriptions aussi. Et comment vous gérez ce biais-là en fait? Merci. Alors là, comme ça, de prime abord, je dirais qu'on ne le gère pas du tout parce qu'on n'a pas de données cliniques. Donc c'est vraiment la limite de ce travail. Et par contre, on pourrait faire des études un peu plus... on pourrait regarder d'autres événements comme les hospitalisations ou alors au sein d'établissements, si on a des échelles, pouvoir comparer les échelles avant-après Covid. Après, un truc qui nous intéresse aussi, ça serait de regarder le prescripteur, parce que, je ne sais plus dans quel sens, mais peut-être qu'après le Covid, c'est plus souvent les médecins que les psychiatres ou l'inverse. Ça pourrait apporter quelques éléments de réponse aussi.
Super, merci beaucoup. Alors notre second intervenant, orateur, est Ali Ahmad, psychiatre au CHU de Lille, CHRU de Lille. Alors il est professeur des universités et praticien hospitalier. ChatGPT m'a aidé un petit peu à vous présenter. Sa carrière est marquée par un fort engagement dans la recherche en neurosciences, notamment en neuroimagerie, à l'université de Lille, mais aussi au King's College de Londres. Alors, il est très engagé dans l'enseignement à l'université à Lille, mais aussi à Liège. Voilà. Donc, il est responsable scientifique à la Fédération de recherche, et donc il va utiliser son expertise et ses compétences pédagogiques pour nous parler des enjeux de la prescription des psychotropes et les pratiques. Si je me trompe pas, ça fait 2 sujets. On m'a donné une grosse mission. Bon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui cette question effectivement pas simple sur les enjeux de la prescription de psychotropes et les pratiques. Alors c'est vrai que c'est un questionnement autour des psychotropes dont on entend toujours parler. Et en tant que professionnel de santé, notamment qui travaille en psychiatrie, j'imagine que vous êtes régulièrement... ou même en tant qu'usager ou famille, vous êtes régulièrement questionné ou interrogé par rapport à ces réflexions. Moi, je voulais commencer par vous raconter quelque chose qui m'est arrivé cet été. Donc, c'était au cours d'un barbecue. Et donc, j'étais très occupé à organiser mon assiette quand j'ai entendu à ma gauche deux amis à moi qui discutaient, donc des amis que je connais de longue date, dont un travaille dans le domaine de la santé. Et donc il y avait un des deux qui avait eu un traitement antidépresseur depuis quelques temps maintenant. Et donc l'ami en question lui dit tu prends des antidépresseurs, mais est-ce que ça t'aide vraiment ? Je suis sûr que si tu prenais un placebo, ce serait la même chose. Et celui qui disait ça, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Et donc, c'est pour vous dire que ce genre de conversation, je pense qu'on y est tous à peu près confrontés d'une façon ou d'une autre. Mais je me suis dit, même dans mon cercle proche, même chez des amis proches, les gens imaginent que prendre un traitement antidépresseur ou pas, bah, c'est pareil. Il faudrait prendre un placebo et ça serait identique. Donc pour commencer cette présentation après l'histoire du barbecue, c'est se demander comment les psychotropes sont perçus pour essayer d'avancer sur ces réflexions autour des enjeux et des pratiques. Donc il y a des idées reçues qui sont très fréquentes autour des psychotropes. Ça manipule le cerveau, c'est des drogues, ça rend accro, ça fait grossir, ça diminue la libido, ça transforme en zombie, c'est un signe de faiblesse. Et c'est pas en prenant des médicaments qu'on va vraiment trouver le fond du problème. Donc je vais vous présenter, je vais illustrer régulièrement les propos avec des études. Donc une étude qui est faite par un spécialiste, Angermeyer, qui travaille beaucoup sur les représentations autour des psychotropes et qui a collecté en 2017 à peu près toutes les études qui ont été faites au cours des 15 dernières années autour des représentations des psychotropes en population générale. Et donc, il a fait une revue systématique, c'est-à-dire regarder toutes les études, qui a réuni 162 études basées sur des enquêtes en population générale, qui vont de 2000 à 2015, et il s'est intéressé notamment à la dépression et à la schizophrénie. Alors, il a pu montrer que globalement, et c'est le même message que ce soit pour la dépression ou que ce soit pour la schizophrénie, en population générale, les personnes préfèrent la psychothérapie et recommande dans une moindre mesure les psychotropes. Il recommande un peu plus dans la schizophrénie que dans la dépression. Dans la dépression, les recommandations en population générale, les gens disent il est bon de prendre des antidépresseurs. Dans un cas sur deux, une personne sur deux trouve que c'est intéressant de prendre des antidépresseurs, alors que la psychothérapie elle est quand même largement plus mise en avant. Et la crainte, c'est des effets indésirables et des dépendances aux médicaments. Donc voilà, une préférence marquée pour la psychothérapie par rapport aux psychotropes. Et
les données longitudinales, donc ce qui montre de 2000 à 2015, c'est qu'il y a une progression régulière, lente mais régulière, dans l'acceptation ou dans l'amélioration de l'image des psychotropes. Alors, des éléments qui influencent les représentations, c'est au plus les personnes connaissent les symptômes qui peuvent être présents dans les maladies psychiatriques, au plus ça peut être associé à une grande acceptation des psychotropes. Au plus on connaît les causes biologiques et génétiques qui peuvent être associées aux troubles psychiatriques, au plus les attitudes peuvent être positives. Et des situations d'autostigmatisation sont en revanche associées à une éviction des traitements psychotropes. Et cet après-midi, je pense que les questions autour de l'ETP ou de la réhabilitation, du rétablissement, vont permettre aussi de faire ce lien. On en parlait hier avec Claire Rasc et Marie-Cécile Brallet, ici présentes. Est-ce que c'est fréquent de prendre des psychotropes? Donc, une étude publiée dans le Lancet en 2023 sur les bases de données scandinaves montre que 82% des individus de la population recevront au cours de leur vie soit un diagnostic de troubles psychiatriques ou une prescription de médicaments psychotropes au cours de leur vie. 8 sur 10. Et donc les auteurs, leur conclusion très humble mais pleine de bon sens, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas repenser la manière dont on définit la normalité en matière de santé mentale. Ça veut dire que une problématique de santé mentale, c'est plus la règle que l'exception. En France, donc on entend toujours France premier prescripteur d'antidépresseurs, etc., etc. C'est complètement faux, c'est une idée reçue. C'est comme la pleine lune. Dans la pleine lune, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Les études disent que oui, les études disent que non. Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. Non, elle est 20e au rang mondial, la France, en consommation d'antidépresseurs. Et il y a une étude qui est parue en 2024 dans le bulletin d'épidémiologie qui fait le recensement de la consommation des psychotropes en France et qui montre qu'il y a 16 millions de personnes âgées de 11 à 75 ans qui ont déjà consommé des médicaments psychotropes en France. Ça représente 35% des Français de 15 à 85 ans qui ont consommé des psychotropes au moins une fois dans leur vie. Et c'est un peu plus les femmes que les hommes, avec 42% des femmes et 27% pour les hommes. Donc c'est un article en français de Beck en 2024. Vous pouvez retrouver ça. Alors ce qu'on observe effectivement, c'est qu'il y a une augmentation déjà entre 2005 et 2010 sur l'usage des psychotropes au cours de l'année, chez les 15-75 ans. Et les psychotropes les plus consommés sont les anxiolytiques, en deuxième les hypnotiques, les antidépresseurs, et ensuite les thymorégulateurs et neuroleptiques sont associés à des consommations plus faibles. C'est vraiment en rapport avec les symptômes ou les troubles qui peuvent être impliqués et traités par ces médicaments. Alors pour continuer à réfléchir sur les enjeux de la prescription des psychotropes, on peut se demander à quoi ça sert les psychotropes. Donc effectivement, ça réduit et ça traite les symptômes et la souffrance qui est associée. Donc effectivement, les patients ils vont présenter des symptômes, mais la souffrance et les difficultés de fonctionnement qui sont associées, elles peuvent être majeures dans les pathologies les plus sévères. Les psychotropes visent également l'amélioration du fonctionnement des personnes, fonctionnement social, fonctionnement privé, fonctionnement au niveau du travail. Les psychotropes on vise aussi la réduction des hospitalisations et l'amélioration de l'espérance de vie. Alors des données américaines qui sont intéressantes, c'est donc la chlorpromazine, premier antipsychotique découvert dans les années 50. Donc vous voyez. Donc ça, c'est la consommation, le nombre d'hospitalisations aux États-Unis en psychiatrie. Donc vous voyez une augmentation de 1900 jusqu'à 1953 à peu près, où la chlorpromazine a été diffusée aux États-Unis. Et ensuite, on voit depuis l'introduction de l'antipsychotique une chute très nette des hospitalisations. Alors, les psychotropes, est-ce qu'ils sont moins efficaces que les autres médicaments? Non, ils sont aussi efficaces et aussi peu efficaces dans certaines situations que dans les autres situations. Donc c'est un auteur, Leucht, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur allemand spécialisé dans les méta-analyses, c'est-à-dire la compilation d'études autour des psychotropes. Donc il a travaillé notamment sur les antipsychotiques. Et là, il a publié cette étude en 2012 où il a comparé l'efficacité des médicaments psychotropes par rapport aux médicaments régulièrement prescrits en médecine générale. Et donc, en bleu, c'est les psychotropes, en blanc, c'est les autres médicaments. Et on voit que... Je prends le pointeur, j'essaye.
on voit que l'efficacité des médicaments qui est en ordonnée est assez similaire. Donc il y a quelques médicaments qui sortent du lot dans les médicaments en pratique générale, c'est les interférons qu'on utilise dans l'hépatite, qui sont des médicaments avec une efficacité remarquable. Mais sinon, l'efficacité est comparable entre les autres médicaments et les psychotropes. Une autre donnée intéressante, publiée également dans un grand journal, dans le Lancet, en 2021, qui fait une analyse sur la corrélation entre l'espérance de vie et la consommation de psychotropes, et qui montre, vous le voyez sur ce graphique, dans les pays où l'espérance de vie est plus élevée, la consommation de psychotropes tend aussi à être plus élevée. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se gaver de psychotropes pour vivre plus longtemps, bien sûr, mais ça veut dire que dans les pays où on prend soin de la santé mentale, et où quand il y a des problématiques de santé mentale qui nécessitent des prescriptions, où on va jusqu'à la prescription, et bien alors c'est associé à une augmentation de l'espérance de vie dans le pays. Les psychotropes sont-ils des médicaments comme les autres? Alors, le Code de santé publique définit un médicament comme une substance, une composition qui a des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. On ne va pas parler de maladies animales ici. Ces substances sont amenées à restaurer, corriger, modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Alors ça pose la question de comment ça fonctionne un médicament psychotrope. Alors les médicaments psychotropes, ils vont agir sur le système nerveux central. Et le système nerveux central, notamment les cellules au niveau du cerveau, ce qu'on appelle les neurones. Et les neurones, ils ont des particularités. Les neurones, ils peuvent transformer un signal chimique en signal physique. Et alors, le signal chimique, dans notre cas, ça va être les médicaments. Et les médicaments, ils vont agir sur ce qu'on appelle des récepteurs. Donc là, vous voyez, il y a des récepteurs pour les hormones, par exemple. Il y a des récepteurs pour les neurotransmetteurs. Et il y a des neurotransmetteurs où les médicaments vont pouvoir se greffer. Il y a des récepteurs où les médicaments vont pouvoir se greffer et entraîner un signal au niveau du neurone qui va être transmis à un autre neurone. Et c'est le miracle des cellules du système nerveux, ça transforme un signal chimique en signal chimique. Donc la communication entre deux neurones, ça s'appelle une synapse. Et quand on va zoomer sur la synapse, on va pouvoir voir que le neurone va pouvoir relarguer des neurotransmetteurs qui vont se fixer sur les récepteurs. Et c'est sur ces récepteurs que les psychotropes vont agir. Ces neurones s'organisent pas n'importe comment, ils s'organisent selon leur fonctionnement, selon leur zone dans le cerveau, selon les neurotransmetteurs qu'ils vont pouvoir transmettre. Et par exemple, je vous mets le schéma de ce qu'on appelle les voies dopaminergiques dans le cerveau, c'est-à-dire les neurones qui sont impliqués dans la régulation de la dopamine au niveau cérébral. Alors pour vous montrer le fonctionnement des psychotropes, je vais prendre l'exemple de la schizophrénie, qui est un exemple les plus parlants. Donc, de façon très schématique, bien sûr. Au niveau biologique, la schizophrénie c'est associé à une dérégulation de la dopamine dans certains endroits, au niveau du cerveau. Et donc, il va avoir un excès de dopamine dans certains endroits. Donc, vous voyez ici la dopamine qui va se fixer, la dopamine qui est représentée par ces petites formes bleues qui va se fixer sur les récepteurs. Et en fait, l'antipsychotique, le médicament qui va lutter contre les symptômes psychotiques, va se mettre sur les récepteurs et va bloquer la transmission dopaminergique. Alors vous voyez un neurotransmetteur, enfin un antipsychotique au niveau très schématique, ça va bloquer les récepteurs à dopamine, notamment les récepteurs D2. Et les médicaments vont exercer leur action au niveau des voies dopaminergiques dont je viens de vous parler. Et on considère que quand 80% des récepteurs dopaminergiques sont bloqués par les médicaments antipsychotiques, c'est à ce taux-là qu'on va avoir un effet thérapeutique et une réduction des symptômes. Alors, on a vu que c'était des médicaments qui avaient des mécanismes d'action, et c'est des médicaments qui ont aussi des règles de prescription. En France, le médicament obéit à une réglementation contraignante et s'inscrit dans un circuit de fabrication et de mise à disposition des professionnels de façon très encadrée et strictement surveillée. Alors ça, vous pouvez le retrouver sur le site du ministère de la Santé. Donc la prescription des médicaments, dont les psychotropes, c'est étroitement surveillé. Et donc les règles de prescription, pour les psychotropes comme pour tous les médicaments, va répondre à des indications, des contre-indications, une posologie, quelle dose on va mettre, comment on va répartir la dose dans la journée, est-ce qu'il y a des effets indésirables,
les propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques des médicaments et des précautions d'emploi. Donc la prescription, elle s'effectue dans le cadre d'une évaluation clinique rigoureuse. Quelques notions autour du bon usage des psychotropes. Hein. Donc les médicaments, ils ont des indications, et ça c'est les autorisations de mise sur le marché en France qui va donner les indications pour tel ou tel médicament. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sources qui sont extrêmement importantes et intéressantes à connaître. Donc il y a les recommandations, par exemple des recommandations de bonnes pratiques qui sont publiées par la HAS régulièrement selon les troubles. Il y a des recommandations d'experts, donc il y a des experts qui vont se réunir pour discuter, pour faire une méthodologie spécifique pour aboutir à des recommandations. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'expert, dans ce type de situation? Et ensuite, il va y avoir des analyses pour voir quelle est la prise en charge la plus fréquente par rapport à ce type de situation. Il y a des recommandations internationales qui sont publiées aussi régulièrement. Là, je vous mets l'exemple des recommandations canadiennes pour les troubles de l'humeur, et donc qui permettent d'avoir soit des tableaux, soit des arbres décisionnels, soit des algorithmes de soins pour les différents troubles, et donc qui répondent à une méthodologie. Ça veut dire que les recommandations, quand elles sont publiées, elles doivent expliquer leur méthodologie. Les recommandations formalisées d'experts, elles expliquent leur méthodologie. Les recommandations de bonne pratique, elles expliquent leur méthodologie. Les recommandations internationales, pareil. Et par exemple, elles disent qu'elles vont considérer comme un haut niveau de preuve quand il y a au moins 2 essais cliniques randomisés positifs sur le sujet. Elles vont considérer un niveau de preuve plus faible quand c'est des cas cliniques qui ont été publiés sur une situation. Donc c'est très organisé. Un autre exemple, des recommandations australiennes pour la schizophrénie et les troubles associés. Donc aussi, hein, avec, vous voyez le tableau qui explique la façon dont ils ont classé, le niveau de preuve des différentes études et la production d'un algorithme de soins par la suite. Alors, comment on classe les psychotropes? On peut les classer selon leurs indications, ce qui est la façon la plus fréquente de les classer à l'heure actuelle, donc les antidépresseurs, les antipsychotiques, les stabilisateurs ou régulateurs de l'humeur, les anxiolytiques, les hypnotiques, les psychostimulants. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'il y a des travaux sur la façon dont on classe les psychotropes, et il y a des chercheurs, notamment européens, qui proposent le développement d'une classification, ce qu'ils appellent la nomenclature des psychotropes, qui n'est pas organisée selon l'indication et la maladie que le médicament est censé traiter, mais sur les récepteurs sur lesquels ils vont agir. Donc c'est une nomenclature basée sur les neurosciences. Il y a un site internet gratuit et une application gratuite que vous pouvez télécharger si les aspects pharmacologiques vous intéressent. Alors les effets indésirables des psychotropes, est-ce qu'ils existent? Comment faut-il les gérer? Donc, comme tout traitement, bien sûr, les psychotropes peuvent présenter des effets indésirables potentiels. Et ces effets, on va les connaître, on va les appréhender selon le médicament et selon le profil du patient. Donc, il est impératif de comprendre et de connaître ces risques, de savoir comment les gérer selon les situations. On ne va pas faire un catalogue de tous les effets indésirables possibles, ni de toutes les situations possibles. Pour obtenir un traitement efficace tout en minimisant les effets indésirables et les effets négatifs. Alors, quelle stratégie on peut avoir sur la compréhension de ces effets indésirables? Parce qu'il est aussi important que le patient connaisse également ces effets indésirables. Donc, la prévention, le suivi, bien sûr, classique, ce qu'on peut faire en consultation. Ensuite, il y a différentes stratégies. Hein, quand le patient peut présenter des effets indésirables, je vous donne les grandes lignes. On peut être amené à réduire la posologie du traitement, on peut être amené à arrêter le traitement, on peut être amené à changer de classe de traitement, on peut être amené aussi à faire des associations thérapeutiques pour réduire les effets indésirables. Tout ça se fait dans le cadre d'une réflexion qui permet de balancer les risques qu'on prend et les bénéfices potentiels qu'on peut en attendre. Il y a aussi, et ça fera l'objet de présentation de cet après-midi, toutes les méthodes autour de l'éducation thérapeutique qui se développent énormément et qui sont vraiment très importantes pour les patients. La pharmacie clinique qui se développe beaucoup, donc nous on a la chance dans notre service de travailler avec une équipe de pharmacie clinique
ça change vraiment la façon de travailler, hein, parce qu'ils ont pu développer. Donc c'est Élodie Cuvelier, je fais du name dropping, mais qui intervient cet après-midi, qui va vous en parler. Mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire des entretiens pharmaceutiques avec d'autres types de supports, avec une autre façon de présenter les choses, avec des guides qui peuvent être mis sur des médicaments parfois difficiles à comprendre, comme le lithium ou la clozapine. Donc, dernière question, est-ce que les psychotropes sont tout puissants? On a présenté leur fonctionnement, on a présenté leur utilité, mais est-ce qu'ils sont tout puissants? Ils sont bien entendu essentiels, mais ils sont surtout efficaces quand ils sont intégrés dans une prise en charge globale. Ça, c'est évident, qui inclut la prise en charge globale, les interventions non pharmacologiques. Une preuve parmi d'autres, hein, c'est un travail de Kuipers, donc c'est un chercheur hollandais qui travaille aux États-Unis, je pense actuellement, qui est un spécialiste de la méta-recherche. Donc la méta-recherche, c'est la recherche sur la recherche, dans le cadre de la dépression et des traitements antidépresseurs. Donc ces travaux sont vraiment extrêmement intéressants. Et qui a compilé toutes les études qui comparent psychothérapie et traitements antidépresseurs, combinaisons, etc. Et donc, qui a pu mettre en évidence que ce qu'on connaît, hein, mais ce qui a été récemment démontré, c'est que c'est la combinaison, dans les dépressions modérées à sévères, c'est la combinaison antidépresseur et psychothérapie qui est supérieure à soit psychothérapie seule, soit pharmacothérapie seule. Donc, bien entendu, les différentes approches sont complémentaires. Dans les approches non médicamenteuses, des éléments vraiment intéressants au cours des dernières années. Donc l'activité physique et les aspects nutritionnels font aussi leur entrée dans les classifications internationales. Les conseils et les règles hygiéno-diététiques, ce qu'on a toujours tendance à dire de façon peut-être parfois un peu légère, hein, mais c'est extrêmement important, hein, le fait de faire de la marche, de marcher 30 minutes tous les jours, de s'exposer à la lumière naturelle. Il y a aussi des conseils nutritionnels, parce qu'en Australie, ils ont quelques chercheurs qui sont très impliqués sur les aspects nutritionnels et les troubles de l'humeur notamment. C'est dans ce cadre-là que c'est le plus développé, et donc qui ont pu permettre de produire des recommandations. Et donc en France, c'est récent, hein, c'est une société pour les interventions non pharmacologiques qui est née récemment, et qui a produit ce tableau et qui montre toute la panoplie des interventions non pharmacologiques qui existent et qui sont bien entendu complémentaires des médicaments. Donc en conclusion, l'efficacité des psychotropes, elle est prouvée. La prescription des psychotropes nécessite une évaluation clinique rigoureuse, ça s'inscrit dans un processus, et cette prescription est régie par des règles de prescription, par des règles strictes. Pour des résultats optimaux, les psychotropes doivent être intégrés dans une prise en charge globale. Et il est essentiel de favoriser cette intégration entre approches médicamenteuses et non médicamenteuses, dans un but également de personnaliser les soins, que le patient soit complètement acteur de sa prise en charge, et de permettre de faciliter l'accès aux soins et de réduire la stigmatisation, parce qu'on a vu les dégâts que pouvait avoir la stigmatisation. C'est-à-dire, ça peut avoir des dégâts au quotidien, mais même quand la personne est amenée à se soigner, elle va avoir tendance à moins prendre ses traitements si elle s'auto-stigmatise. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Alors, j'ai pas vu l'intérêt du barbecue dans la santé mentale, ni pour la dépression. Alors, j'avais une question. J'avais lu, je me souviens plus où, désolé pour la source, mais qu'il y avait moins il y avait accès aux soins de psychologues, de psychiatres, de psychothérapie, et plus il y avait de risque de consommation de psychotropes, parce que le médecin généraliste, un peu démuni, n'a que ses outils à lui avec le peu de temps, donc ça part surtout sur des hypnotiques, des anxiolytiques. Du coup, ma question, ça peut aussi faire écho à ce qu'on a vu ce matin au niveau des datas, là, la prescription de psychotropes qui monte comme ça, en fait, on va dire, dans la population de pédopsychiatrie et les personnes âgées. Est-ce que ça répond pas aussi à une problématique d'accès aux soins voilà. Est-ce que vous pensez un petit peu de ces réflexions? Je ne suis pas sûr que ce soit le manque d'accès aux psychiatres
qui explique ça. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse ou plusieurs éléments avec lesquels je peux répondre. Alors déjà, il faut bien se rappeler que les premiers prescripteurs d'antidépresseurs en France, c'est les médecins généralistes. Donc c'est eux qui sont confrontés en première ligne plus que les psychiatres par rapport à ces prises en charge-là. Et je pense que pour les traitements de première ligne, ils font un travail vraiment de très grande qualité. Moi, en tout cas pour les jeunes, et ce que j'observe en pratique également, c'est que les ressources dont on dispose par rapport à la gravité de la situation, elles sont ridicules. Et donc je pense également que pendant le Covid, donc il y a des travaux qui ont associé le confinement à quasiment à un traumatisme, avec des symptômes post-traumatiques qui ont été mis en évidence, alors que d'habitude on dit confrontation à la mort, et puis vraiment, par exemple, prise d'otage, attentat, ou vraiment confrontation à la mort pour expliquer les symptômes post-traumatiques. Mais là, il y a vraiment des symptômes post-traumatiques qui ont été mis en évidence, notamment chez les plus jeunes, chez les étudiants, mais aussi chez les plus jeunes. Et donc je pense que la réponse médicamenteuse, elle répond à une réalité. Je pense vraiment qu'il y a de ça. Et ensuite, la suite, c'est vrai que, notamment pour les plus jeunes et les mineurs, l'accès aux soins, on est en grande difficulté quand même actuellement. Les jeunes qui passent aux urgences, je pense que tous ceux qui travaillent dans ce contexte-là sont confrontés. Ce qu'on peut proposer de façon plus chiadée, plus spécialisée, à l'heure actuelle, c'est très très difficile. Mais je pense qu'initialement, ça a répondu à une réalité. Merci. Alors, vous avez la parole. Ma question est un petit peu en fait à titre des curiosités. Vous avez présenté effectivement la position de la France comme étant au niveau d'un rang mondial en 20e position. Est-ce que vous avez effectivement quelle est la position de la France au niveau d'un rang européen? Merci. Ah, je suis désolé, j'ai pas l'information. J'ai pas l'information de son classement au niveau européen. Oui, bonjour. Je suis là. De l'autre côté. Ah. Voilà. Bonjour. Bon, merci. Moi, j'ai apprécié le côté aussi pédagogique parce que voilà, il y a des choses qu'on peut dire aux patients. On essaye effectivement de déstigmatiser les traitements, d'avancer avec eux. Est-ce qu'il existe, parce que parfois les livrets que donnent les labos sur les médicaments, moi j'hésite certains à les donner. Je trouve que parfois ils sont pas bien faits, ils sont pas pédagogiques. Est-ce qu'il existe une base de données ou est-ce que à partir de ton PowerPoint, est-ce que pourrait y avoir quelque chose ou qu'on pourrait, parce que parfois voilà, on prescrit le traitement aux patients, aux jeunes, les parents ou le conjoint sont pas forcément là, ils pourraient ramener ça à la maison, en rediscuter à tête reposée. Enfin, je pense que peut-être et ça, moi, pour l'instant, je suis pas hyper satisfaite de ce que je trouve de ce côté-là. Et ouais. Alors, il y a un réseau de pharmaciens, le réseau PIC, donc tu peux taper réseau PIC, tu tombes directement dessus, et donc tu as tous les psychotropes, adultes, enfants, et tu as des fiches thérapeutiques qui sont faites par des pharmaciens pour chaque psychotrope. Donc tu as au moins ce point de départ. Donc ça, c'est des choses qu'on remet régulièrement aux patients. Et après, pour des situations plus spécifiques, par exemple les IMAO, la clozapine, le lithium, on a travaillé sur des documents spécifiques avec l'équipe de pharmacie clinique. Mais en tout cas, le réseau PIC, tu vas trouver vraiment une grande source. Pour les spécifiques, si tu m'écris, je pourrais t'envoyer. Le lithium, ça a été diffusé. Je ne sais pas s'il est sur le site du réseau PIC, mais en tout cas, tu peux le trouver. Mais en tout cas, je pourrais te donner ce qu'on a. Merci beaucoup pour cette présentation très éclairante. J'ai travaillé de longues années en Belgique et je travaille en France depuis une dizaine d'années. Et je suis assez surprise de la frilosité des psychiatres français que j'ai autour de moi à prescrire des psychotropes. Il y a vraiment, semble-t-il, une crainte du médicament ou bien un traitement antidépresseur qui ne donne pas de résultat. On continue à maintenir la même dose, on ne change pas. Je suis un peu étonnée, un petit peu comme si tout ce qui est l'approche médicale de la psychiatrie n'était pas vraiment intégré. Je suis par ailleurs psychothérapeute et de famille et analytique, mais c'est comme si on était à moitié médecin, si vous voulez. Et je ne sais pas à quoi ça tient.
Je sais pas si vous avez Vous travaillez dans quel champ Moi, je travaille actuellement dans une clinique pour enfants, jeunes adultes et adolescents. Je suis responsable d'un hôpital de jour. Okay. Alors, je pense qu'il y a une grande différence en France de pratique entre la psychiatrie infanto-juvénile et la psychiatrie d'adulte. Où en psychiatrie d'adulte, je pense que vous verriez les choses autrement. Et c'est vrai qu'en France, alors je pense que ça change. Il y a beaucoup d'endroits où ça se modernise. Il y a beaucoup de jeunes collègues, notamment que j'ai en tête, qui ont une approche beaucoup plus intégrée. Mais c'est vrai que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en France, elle est quand même très marquée par l'approche psychothérapeutique qui parfois va assez loin, avec moins de combinaisons avec les médicaments. Mais je pense que c'est différent en psychiatrie de l'adolescent qu'en psychiatrie adulte. Très différent. Ouais. Merci. Bonjour Ali. Justement, et à contrario de ce que je viens d'entendre, j'ai parfois l'impression que, en tant que psychiatre, on est frustré de ne pas avoir suffisamment de psychotropes qui sont en AMM dans d'autres pays. J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps de e-Saturne. Je n'en avais jamais entendu parler, mais c'est une plateforme qui permet justement d'autres types de prescriptions. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui connaissaient ça sous le terme d'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, maintenant ça s'appelle accès et autorisation d'accès à titre compassionnel. C'est très, très moche comme nom, je trouve, à titre compassionnel, mais bon, bref. En tout cas, il y a une possibilité pour les médecins hospitaliers d'avoir accès... salut Elodie. D'avoir accès... je salue Elodie parce que c'est avec Elodie qu'on travaille beaucoup sur les aspects pharmacologiques et pharmaceutiques. Il y a une plateforme... donc, tout médecin hospitalier peut avoir accès à des prescriptions de ce type. Donc, c'est des médicaments qui sont soit jugés très chers, donc soumis à une réglementation encore plus drastique, soit considérés comme dangereux, donc aussi soumis à une prescription plus drastique. Et donc, il faut être médecin hospitalier. Et moi, je vous conseille dans vos hôpitaux de travailler avec les pharmaciens hospitaliers pour mettre ça en place. Et donc, ça nécessite d'avoir un petit circuit quand même. Il faut votre carte de professionnel de santé, il faut un code, il faut un lecteur de carte pour avoir accès. Mais ça se fait. Ça prend un petit peu de temps. Surtout si vous ne savez pas où est votre carte de professionnel de santé. Mais ça se fait. Mais je vous conseille de vous rapprocher des pharmaciens de vos établissements qui, en général, sont associés avec soit une pharmacie centrale, soit avec le réseau des pharmaciens. Et alors, c'est vrai qu'il y a des choses assez surprenantes et des choses un peu décevantes. Par exemple, les IMAO, donc, qui ont quand même été dans les antidépresseurs et qui sont considérés comme les plus efficaces et qui sont bien gérés par les médecins, sont en prescription ATU, AAC. Enfin, c'est quand même assez surprenant qu'on doive passer par une plateforme pour prescrire ça. Mais en tout cas, c'est possible. Et donc, il y a quelques médicaments auxquels vous pouvez avoir accès, notamment certains antipsychotiques et certains antidépresseurs, les IMAO, pour ce qui nous intéresse le plus en psychiatrie. Alors moi, j'avais une question ici. Alors moi, je vais rebondir sur l'histoire du barbecue et notamment l'effet placebo des antidépresseurs. Alors ma question, c'est que disent les études justement par rapport à l'effet placebo au bout d'un certain temps de prise d'antidépresseurs? Et ma question, elle vient en lien avec l'aspect combinatoire. Vous disiez que le traitement combiné à une psychothérapie avait davantage d'effets. Du coup, je me questionnais sur l'effet placebo que l'antidépresseur pouvait avoir, puisqu'on sait que les patients sont souvent attachés à leur antidépresseur. Et voilà, c'était ma question. Ok. Alors, j'espère que ça a transparu dans ma présentation, mais quand je disais que c'était des règles très rigoureuses pour arriver jusqu'à la commercialisation et la possibilité de prescrire par exemple, en France, c'est que ça répond à un certain nombre de critères, dont des études qui ont montré une efficacité par rapport à un placebo. Donc ça veut dire que tous les médicaments qu'on prescrit, ou tous les médicaments que vous voyez autour de vous, c'est des médicaments qui ont montré une efficacité par rapport à un placebo. En psychiatrie, il peut avoir un effet placebo comme il peut avoir un effet placebo dans toutes les situations. Par exemple, même chez les animaux, il y a des effets placebo qui ont été montrés.
chez les vaches. Vous savez que les vaches, quand elles ont du mal à sécréter le lait, et au début pour la traite, il peut y avoir des injections d'ocytocine. Il y a des études qui ont montré que des injections de placebo permettaient d'être parfois aussi efficaces que l'ocytocine. Ce qui est assez fascinant, c'est dans l'effet placebo, on peut prévenir le patient qu'on lui prescrit un placebo et que ça peut rester aussi efficace. Et il y a un effet placebo qui existe, par exemple pour les antidépresseurs. La grande règle à retenir pour les effets placebo en psychiatrie, c'est qu'ils ne durent pas dans le temps. C'est-à-dire que vous regardez toutes les études, les essais contrôlés randomisés, qui comparent un médicament avec un placebo. Au début, en général, une efficacité qui est assez comparable. Et ensuite, on voit le décrochage des courbes, c'est-à-dire que le médicament actif reste actif, le placebo s'effondre. Donc ça, c'est un effet qu'on peut voir. Et après, il y a des situations de pathologie chronique où là, c'est encore des questions différentes sur les personnes qui sont attachées à leurs médicaments, parfois à juste titre aussi. Oui, non médicamenteuse. Oui. Donc là, vous pouvez y aller. Hein. Ils ont un site internet, Société pour les interventions non pharmacologiques, et c'est là que j'ai... Oui, vous pouvez retrouver ce tableau. Ouais. Une question. Ah, je ne sais pas si on a... Là, salut. Merci. Donc justement, pour revenir à cette question d'effet placebo, notamment concernant les antidépresseurs, parce qu'il y a plusieurs études qui ont été réalisées pour comparer l'efficacité des différents antidépresseurs et qui ont montré que les taux de rémission en moyenne pour une prescription d'antidépresseurs, c'est de 30%. Donc, vu ce chiffre de 30% qui est quand même assez faible, est-ce que ça voudrait pas dire que les interventions non pharmacologiques auraient plus de poids, devraient avoir un poids plus important dans le traitement de la dépression que les antidépresseurs? Alors, effectivement, on peut retenir cette information qu'après un traitement antidépresseur, on a un tiers de rémission, c'est-à-dire absence complète de symptômes. Après 3 traitements antidépresseurs, on soigne 2 tiers des gens. Je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire, on peut voir les choses de façon un peu pessimiste, mais on peut se dire aussi qu'avec 2 ou 3 essais, on a 2 tiers de personnes qui n'ont plus de symptômes. Donc ça, c'est vraiment aussi important à retenir. Mais en tout cas, rien n'empêche la psychothérapie. Et après, la psychothérapie, elle peut être aussi adaptée à la situation. Ça veut dire qu'on peut avoir une psychothérapie plutôt simple si la personne n'a pas de problématique autour de la personnalité, qu'il n'y a pas de traumatisme, que la dépression elle est modérée, même sévère, mais qu'il n'y a pas d'à côté ou de problématique sur le plan psychologique. Mais ça ne va pas être la même chose si tu as une dépression qui s'inscrit dans le cadre d'un développement de longue date de personnalité associée à une tendance au pessimisme, au névrosisme, à l'anxiété, avec des schémas cognitifs qui se développent différemment à l'adolescence, par exemple. Donc après, tu peux avoir aussi une personnalisation des aspects psychothérapeutiques qu'il faut bien garder à l'esprit. Et en tout cas, ta prise en charge, elle sera meilleure quand tu fais une approche globale, vraiment complète du patient, et que tu associes les différents aspects. Après, malheureusement, c'est que l'accès à la psychothérapie en France, il reste limité. Donc il y a eu des avancées sur mon suivi psy qui ont été réalisées avec des séances remboursées, des difficultés de mise en place. Ça a tendance à se débloquer dans certains endroits. Mais c'est ça le challenge. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de barrière par rapport à ça. L'effet, pour rebondir, l'effet placebo, on va dire que c'est une autosuggestion positive. Là, quand on prescrit des traitements pour peu qu'il y ait de l'anxiété, les patients qui vont lire la notice, il y a l'effet nocebo, où il y a l'autosuggestion négative qui, on a bien l'impression, parfois l'emporte. Donc il y a l'effet propre du produit, mais il y a l'effet placebo, nocebo. Et l'effet placebo, ça va aussi quand même augmenter un mieux-être. Donc dans le rapport avec, on va dire avec le patient, quand on prescrit, je pense que tous les prescripteurs ont un petit peu leur ficelle pour auto-suggérer positivement l'effet du produit.
D'ailleurs, moi, souvent, je leur dis que s'il y a des petits effets secondaires au départ, c'est souvent signe que le médicament va être efficace par la suite. Donc, ils sont très contents d'avoir ces petits effets secondaires. Voilà. Et après, j'ai regardé, sans citer, sans pouvoir non plus avoir de sources précises, mais quand même, en Europe, on fait partie des top 3 de la consommation des psychotropes. Dans les premiers, toujours pareil, sur les anxiolytiques et les hypnotiques. Par contre, au niveau des antidépresseurs, les pays nordiques prescrivent plus que nous. Ben, ils ont aussi moins de soleil. Oui, tout à fait. Merci. Donc j'ai grand plaisir là, de vous annoncer la pause où vous pouvez aller profiter des stands, peut-être d'un petit tanka, et surtout on essaie d'être à l'heure au retour. Donc Maxime, on revient à 11h15. Merci beaucoup.